Bien, alors les amis, donc 4 piliers, la RSE, vous savez peut-être que ces 4 piliers, ce sont 4 piliers. Vous avez le pilier environnemental qui est réduire notre empreinte écologique, le pilier social qui est investir dans le capital humain, le pilier économique qui est créer de la valeur durable et partagée, et le pilier de gouvernance qui est assurer éthique et transparence. Pour nous parler de tout ça, j'ai 4 intervenants de très haut niveau qui vont vous exprimer comment dans leur entreprise, dans leur société, au niveau du gouvernement, on met en place la RSE sur un domaine qui peut être particulier pour chacun d'entre eux. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Virginie Cotta, qui sera la première personne à parler. J'ai à côté de moi Madame Larini, Madame Nathalie Mindus, qui remplace Monsieur Christopher Mindus, et Monsieur Pierre-Franck Pellacci. Alors, Madame Virginie Cotta va démarrer par vous. Je vais juste vous présenter un petit peu. Peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui vous connaît, bien évidemment, mais vous avez une carrière extraordinaire qui est bon de rappeler. Vous êtes docteur en droit public et vous avez débuté votre parcours professionnel au sein de l'administration monégasque. Vous avez successivement occupé des fonctions au département de l'Intérieur pendant 6 années, au département des travaux publics et des affaires sociales pendant 2 ans, puis au département des affaires sociales de la santé. Pendant 13 ans, vous avez exercé au sein de ce dernier de 2005 à 2018. Vous avez occupé les postes de secrétaire général, puis de directeur général. Et à ce titre, vous avez participé à différents conseils d'administration, particulièrement d'entités culturelles et d'établissements de la santé de la principauté. De 2018 à 2023, vous êtes chef de cabinet du président du Conseil national, le Parlement monégasque, et depuis le 17 février 2023, vous avez rejoint la Société des bains de mer, et vous allez nous en parler justement, en qualité de secrétaire général, et vous avez pour mission d'accompagner la présidence sur les dossiers stratégiques qui lui sont confiés et de développer la dimension RSE du groupe Société bains de mer. Vous disposez pour cela d'un périmètre élargi et à plusieurs thématiques transverses. Voilà. Eh écoutez, Madame Virginie Cotta, nous sommes très heureux de vous entendre. Je crois que vous avez des slides. Est-ce que la technique est au point? C'est parfait. Comment nous allons faire? Ce que je vous propose, c'est de laisser notre 4 intervenants s'exprimer et ensuite je vous donnerai la parole pour poser des questions à l'un ou à l'une de l'autre. Voilà, je vous remercie. Madame, à vous. Oui, bonjour à tous, je vous remercie pour vos paroles. Je suis très heureuse de partager cette conférence débat avec vous-même et les autres intervenants. Donc, je suis la secrétaire générale de Monte Carlo Société des bains de mer et je vais vous dire dans un premier temps quelques mots sur le groupe SBM. Donc, la Société des bains de mer a été créée il y a plus de 160 ans. Elle est l'un des principaux acteurs du secteur des jeux en Europe et le leader du tourisme de luxe à Monaco. Le groupe exerce ses activités dans 3 secteurs différents, donc le secteur des jeux, le secteur hôtelier et le secteur locatif. La SBM a 2 casinos, 6 hôtels, 4 en principauté et 2 en France, plus de 30 bars et restaurants, qui affiche au total 10 étoiles, ce qui en fait le resort le plus étoilé d'Europe et du monde. Elle a des établissements de nuit, un centre thermal, un centre de conférences, des salles de réunion et un parc locatif important avec des locaux à usage résidentiel, de bureaux et commercial. Le groupe Monte Carlo Société des bains de mer est également le premier employeur privé de la principauté de Monaco et avec au 31 mars 2025 un effectif moyen d'environ 4700 salariés qui représentent plus de 130 métiers. Donc il y a une très grande variété de métiers qui sont représentés dans les différents secteurs d'activité de la SBM. Son engagement en matière de développement durable est ancien et sa démarche est toujours en constante évolution. Alors, elle a été engagée il y a plus de 20 ans. À l'origine, il s'agissait essentiellement d'un engagement au niveau environnemental qui s'est élargi à une approche plus étendue en matière de développement durable et elle intègre aujourd'hui l'ensemble des enjeux de ce développement durable.
Alors aujourd'hui, on parle de RSE, donc la responsabilité sociétale de l'entreprise, qui repose sur les 4 piliers que vous avez rappelés, donc 3 ou 4 parce qu'on a regroupé le social et le sociétal, mais on a bien les 4 piliers que sont l'environnement, le social et le sociétal, et la gouvernance. Alors cet engagement en matière de développement durable s'organise aujourd'hui essentiellement autour d'une charte de développement durable qui s'appelle Go Sustainable. Cette charte, elle est mise à jour régulièrement, tous les 4 ans, et elle a été au fil du temps élargie à des thématiques nouvelles, sociales et sociétales notamment. Nos établissements sont certifiés Green Globe, qui est une certification internationale reconnue dans le domaine du tourisme international. Aujourd'hui, nous avons 8 établissements qui sont certifiés et les casinos de Monte-Carlo ont obtenu très récemment leur certification Green Globe. Et on a signé, la SBM est signataire du Pacte national pour la transition énergétique qui est promu donc par la mission pour la transition énergétique du gouvernement princier dans le droit fil des engagements de la principauté de Monaco sous l'impulsion du prince souverain en faveur du développement durable. Alors aujourd'hui, nous souhaitons proposer à nos clients des expériences de luxe toujours plus durables. D'ailleurs, on peut constater que nos clients individuels, comme nos clients que l'on appelle MICE, c'est-à-dire de tourisme d'affaires ou d'événementiel, sont toujours plus attentifs à cette dimension et réceptifs aux démarches que nous leur proposons dans ce domaine. Alors, je vais vous illustrer ces éléments par des actions concrètes en matière, sur les 4 piliers qu'on a évoqués. Donc d'abord, en matière d'environnement, et sans reprendre tout ce qui est indiqué sur le slide, qui est beaucoup plus complet que ce que je vais dire en quelques minutes, mais le groupe SBM a été précurseur dans l'installation de pompes à chaleur qui assurent aujourd'hui toujours la production de chaud et de froid pour ces établissements. Plus récemment, il a mis en place des compteurs Smart Plus proposés par la Société monégasque d'électricité et du gaz, la SMEG, pour permettre un meilleur suivi des consommations. Et on le voit très concrètement que ça permet un meilleur pilotage de ces consommations. Le groupe est attentif à la biodiversité, avec par exemple à la pointe de la Vigie, un refuge pour oiseaux qui est reconnu par la Ligue de protection des oiseaux. Ces jardins abritent des arbres centenaires, donc tout cela contribue à la biodiversité. Je l'ai dit tout à l'heure, 8 établissements sont certifiés Green Globe, ils sont mentionnés à l'écran. On réalise annuellement des bilans carbone très complets qui donnent une vision sur l'ensemble des 3 scopes qui sont prévus dans les bilans carbone. On met en œuvre des solutions de recyclage des produits. On recycle les cheveux coupés chez nos coiffeurs. On recycle des savons. On travaille en collaboration avec des associations qui favorisent l'économie circulaire. Bien sûr, on porte une attention renforcée à un sujet qui est de plus en plus important, qui est celui de la gestion des déchets. Donc, avec toutes ces actions dont vous avez quelques illustrations, le groupe a pour objectif de contribuer positivement aux enjeux de décarbonation de la Principauté de Monaco, eux-mêmes basés sur l'accord de Paris, avec une réduction de 55% des émissions de GES directes d'ici 2030. Au niveau social, donc le groupe bénéficie d'un modèle social favorable et déploie des politiques fondées notamment sur le respect des droits des salariés, l'inclusion et le bien-être au travail. La santé et la sécurité des salariés sont des sujets majeurs, tout autant que la diversité et la non-discrimination au sein de nos équipes.
Nous portons une attention particulière à la formation dans tous les domaines et au développement des compétences. Et récemment, notre DRH a beaucoup travaillé et a développé aussi notre marque employeur We Are Monte Carlo, qui est aujourd'hui un élément essentiel d'attractivité pour les entreprises. C'est l'élément qui porte, qui affirme nos valeurs d'entreprise et qui sont partagées et portées par les salariés. Il y a eu tout un travail d'élaboration justement avec les salariés qui sont intervenus. Il y a des ambassadeurs, des groupes de travail qui ont été constitués. Au niveau sociétal, l'ASBM est très active au sein de la communauté de la Principauté de Monaco au travers de partenariats, d'actions solidaires et d'initiatives de mécénat. Il est très impliqué dans la vie culturelle et artistique. L'ASBM soutient les ballets de Monte-Carlo, l'opéra de Monte-Carlo, l'orchestre de Monte-Carlo, entre autres notamment. Il apporte son soutien aussi à de nombreuses associations et aussi à des associations sportives de Monaco. Il contribue d'une manière générale au développement économique local par les emplois qui sont créés et par ses rapports avec les fournisseurs, les entreprises locales et de la région notamment. Et bien sûr, un élément important de la RSE qui compte beaucoup pour nous, le groupe, et pour moi-même, c'est l'attention que l'on porte à notre histoire, nos archives et notre patrimoine qui font aussi partie de cette RSE. Au niveau de la gouvernance, vous l'avez un peu dit également, le groupe promeut l'éthique et les comportements intègres à tous les niveaux de l'entreprise et on accorde une importance centrale à la conformité en s'assurant que nos pratiques respectent les standards les plus élevés. Alors aujourd'hui, la RSE apparaît pleinement comme un cadre structurant. Elle oriente nos choix à la croisée de la performance globale et de l'intérêt collectif. C'est un levier de transformation stratégique fondamental. Elle a fait son entrée par mon intermédiaire au COMEX, au comité exécutif en 2023, puisqu'en ma qualité de secrétaire général, je suis chargée de mettre en œuvre la volonté de notre président délégué Stéphane Valéry de donner une impulsion décisive à cette RSE. Donc on peut dire aujourd'hui que la RSE est un pilier de plus en plus important de notre activité, au même titre que le développement international ou le développement immobilier. Alors nous avons rencontré un tournant stratégique avec la directive CSRD, la directive européenne Corporate Sustainability Reporting Directive, et le règlement européen taxonomie et les normes européennes qui en découlent, qui sont le cadre européen de classification des activités économiques considérées comme durables sur le plan environnemental. Alors nous sommes soumis à cette directive européenne du fait que la SBM est une entreprise cotée à la Bourse de Paris sur Euronext. Donc cette réglementation s'applique à la SBM. Nous avons, dans notre dernier reporting, pris en compte les exigences de cette réglementation. En juillet 2025, nous avons ainsi publié notre premier état de durabilité dans notre document d'enregistrement universel, conformément à cette directive. Donc la CSRD a été pour nous, outre le travail très important qu'elle a représenté pour parvenir à ce reporting, c'est aussi un levier supplémentaire de structuration de notre démarche qui est déjà basée sur des actions concrètes, donc que l'on structure davantage et formalise davantage. Donc juste quelques mots pour conclure. En matière de RSE, le groupe Société des Bains de Mer, Monte Carlo Société des Bains de Mer, s'inscrit dans une dynamique de long terme et notre ambition est de continuer à faire de la RSE un moteur de transformation et d'innovation au service à la fois de nos parties prenantes et de l'intérêt collectif. Voilà, merci beaucoup, Madame Codin, on peut l'applaudir, c'était impressionnant. Merci.
pense qu'on aura beaucoup de questions à vous poser Avec tout à l'heure. plaisir, merci. Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à Madame Larini Negri. Pardon, excusez-moi. Bien, Florence, de votre prénom. Vous êtes directeur de la mission pour la transition énergétique depuis janvier 2025. Tout à fait. Après 9 années passées en tant que conseiller technique au département de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme. Vous êtes titulaire d'un DEA en droit international public et privé. Et vous avez aussi effectué votre carrière dans l'administration monégasque et vous avez occupé des postes dans le domaine juridique, ressources humaines, ainsi qu'au Conseil national de Monaco. Au sein du département de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme, vous êtes amené à traiter des dossiers notamment relatifs à l'environnement, à la transition énergétique et au transport. Et dans le cadre de votre mission, de vos fonctions à la mission de transition énergétique, vous êtes responsable de la mise en œuvre du plan action du gouvernement porté par le DEEU, qui est donc, je le répète, le département de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme, ayant pour objectif la neutralité carbone de la principauté en 2050. Vous avez du travail, vous avez du travail, hein, impliquant la limitation des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs de la mobilité, du traitement des déchets, de la dépense énergétique des bâtiments, ainsi que le développement des initiatives en faveur des énergies renouvelables. Quel job! Ah oui, vous allez nous expliquer tout ça. Et oui, tout ça. Allez, à vous, madame. Bonjour à tous, merci de me donner la parole. Avant de vous exposer les avantages pour une entreprise de s'engager dans une démarche bas carbone, je vais me permettre de rappeler quelques notions qui me semblent importantes. Tout d'abord, la politique énergétique et climatique de la principauté est axée sur 3 objectifs fixés par le plan énergie-climat, qui sont la réduction des émissions de gaz à effet de serre, agir pour la sobriété énergétique et augmenter la production locale d'énergie renouvelable. Pour mémoire, la principauté est signataire de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, la CNUC, et en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, Son Altesse Sérénissime, le Prince souverain, a fixé des objectifs très ambitieux à hauteur des grands enjeux de notre planète. Je me permets de vous les rappeler. Moins 55% de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 pour 2030. 2030, c'est demain. Et on en parlait, la neutralité carbone en 2050. Donc je vais pas vous noyer avec des pourcentages de chiffres. La MTE a l'habitude, c'est son petit graphique sur lequel elle aime bien, donc peut-être certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu. Et ça montre la répartition des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, ce sont des chiffres de 2023. Il y a évidemment un décalage puisque le temps qu'on analyse, qu'on rapporte à la CNUC et que les rapports sont établis, il y a souvent 1 an ou 2 de décalage. Donc c'est normal que ce soit des chiffres de 2023. Mais quoi qu'il en soit, ça reste de toute façon assez stable. Et comme on peut le constater, donc moi je vais juste aujourd'hui me concentrer sur nos 3 grands axes qui sont la valorisation énergétique des déchets avec l'incinération et des plastiques, les transports et l'énergie des bâtiments. Et je pense que vous pouvez voir à peu près que c'est à peu près égal entre les trois volets, c'est entre 30 et 35% des émissions. Là, on va se concentrer juste sur ce graphique qui montre l'évolution des émissions depuis 1990, date à laquelle on les analyse. Donc vous pouvez voir un petit peu la progression qui est un petit peu stable au départ et qui là s'accélère. Et nous sommes aujourd'hui à moins 41%, mais il nous reste vraiment du chemin à faire. 2030, c'est vraiment, on a un délai très, très court. Et donc là, en fait, désormais, il faut vraiment se concentrer sur nos émissions directes, qui sont d'ailleurs celles qui sont comptabilisées dans nos rapports CNUC. C'est important de se concentrer sur ces émissions directes. Et là, on est en train de chercher vraiment les derniers, excusez-moi l'expression, mais de gratter un petit peu les fonds de tiroir pour essayer de trouver des pourcentages, des demi-pourcentages à droite et à gauche pour vraiment respecter les objectifs fixés par notre souverain. Donc, compte tenu de cet objectif ambitieux, nous avons vraiment besoin de toute la communauté monégasque, des entreprises bien évidemment, vous êtes vraiment au centre de tout ça, mais aussi des particuliers, vraiment qu'on se fédère tous
autour de nos objectifs pour pouvoir mener à bien notre mission, qui est la mission de la principauté. Et donc, pour cela, voilà. Donc, ce que je voulais vous exposer surtout aujourd'hui, c'est quand même les avantages que peuvent retrouver les entreprises lorsqu'elles s'engagent dans une démarche bas carbone au travers de leur politique RSE. Alors, tout d'abord, nous retrouvons la réduction des coûts et l'efficacité opérationnelle, bien évidemment, lorsqu'on agit sur notre facture énergétique, que ce soit avec la réduction de certains coûts, que ce soit avec la préservation de nos ressources, forcément, ça se voit. Ça se voit sur les factures et on peut du coup avoir un gain assez important. À titre d'exemple, une entreprise de nettoyage à Monaco, signataire du pacte national, qu'on accompagne depuis quelques années, a mis en place dans le cadre de sa politique une politique pour réduire ses plastiques, ses déchets plastiques dans le cadre de ses produits nettoyants. Et en fait, elle a eu une économie financière réalisée et c'est surtout un investissement rapide. Tout de suite, elle a vu, dès l'accomplissement de l'action, elle a pu voir sur sa facture énergétique un gain important, parce qu'elle avait réduit considérablement ses achats de matières plastiques. Un autre avantage, un avantage, on pourrait dire, concurrentiel, pour se démarquer de sa concurrence, accéder à de nouveaux marchés, notamment grâce à des offres de produits et de services plus respectueux de l'environnement. Là aussi, je vais vous citer un autre exemple qui est intéressant. Une entreprise de textile, qui, grâce à son bilan et à son action carbone, a anticipé la demande de son fournisseur, de son client majoritaire, et dans le secteur du luxe, de la mode. Et vraiment, elle a changé tout son mode de production pour passer à l'électrique. Et quand bien même, donc on peut aussi voir que le luxe n'est pas aussi incompatible et que dans ces secteurs, il y a quand même de la marge de manœuvre. Et c'est souvent, enfin, je ne sais pas, peut-être vous l'avez peut-être constaté, c'est vraiment la demande de certains investisseurs, des clients, maintenant qui ont une attention particulière dans ce domaine. Et donc, il est important d'y répondre. Nous avons ensuite la réduction des risques de transition énergétique. Là, on parlait d'anticipation de l'attente de ses clients, de ses fournisseurs. Mais aussi, il faut aussi, d'un point de vue juridique, anticiper sur les réglementations. Les réglementations, que ce soit européennes ou internationales, changent, évoluent constamment, très rapidement. Et donc, il est, à mon sens, important d'anticiper pour ne pas se retrouver soit un petit peu à la marge, soit en retard et de devoir prendre des mesures un petit peu rapidement et dans l'urgence. C'est jamais très bien de se retrouver comme ça un petit peu en urgence. Donc là, toute façon, la mission pour la transition énergétique, n'hésitez pas à venir nous solliciter. Nous faisons des benchmarks, nous avons une attention particulière à tout ce qui se passe dans le monde pour voir un petit peu justement et pour être vraiment précurseur et vraiment anticiper tous ces changements de réglementation, d'action, de toutes ces mesures qui pourraient être prises vraiment très en amont. Nous avons ensuite l'attractivité des capitaux et des talents. Là aussi, vous avez peut-être pu le constater lors de vos recrutements. Les jeunes, alors moi je l'ai constaté surtout dans le monde de l'ingénieur, mais je pense que ce n'est pas uniquement ce domaine-là, sont très attentifs, ils ont une valeur, ils portent une valeur. Ils ont fait leurs études en ayant vraiment des valeurs très, très confirmées. Et en fait, ils vont aller dans une entreprise qui correspond à leurs valeurs, pour avoir vraiment de porter l'image de l'entreprise et qu'ils soient fiers de la porter. Et ça, c'est vraiment important, parce que si on veut les attirer, mais aussi conserver ces jeunes talents qui ont quand même beaucoup de choses à apporter à l'entreprise, forcément, il faut quand même améliorer l'image de l'entreprise, répondre à ces valeurs qui sont vraiment souvent maintenant environnementale, on le voit même dans le secteur pétrolier, c'est vraiment, j'ai pu parler de ces thèmes-là avec des entreprises et là, il y a eu un tournant à un moment donné et donc du coup, c'est vraiment très important. On parle aussi du bien-être, vous parlez, Madame Cotta, du bien-être des employés, là aussi, c'est très important. On rejoint la marque employeur aussi. Tout à fait, exactement. Et un dernier avantage, un levier d'innovation et de croissance. Alors, pour cela, comment se mettre en action ? C'est très simple. Il y a 4 étapes.
La première étape, c'est mesurer ces émissions. Donc ça, c'est établir un bilan carbone. Donc la MTE, là aussi, vous accompagne pour la mise en œuvre d'un bilan carbone simplifié. Donc quand je dis simplifié, c'est qu'il ne comprend pas tout le secteur achat. Là, ça sera un bilan carbone qui est un peu plus élaboré, mais qui est possible. Mais en tout cas, les deux bilans sont proposés. Ensuite, il y a identifier les leviers d'action et définir les objectifs. Ensuite, construire un programme d'action qui peut être à court, moyen ou long terme. Et ensuite, mettre en œuvre, suivre et bien sûr ajuster cette trajectoire au fur et à mesure que l'on peut constater notre évolution. Là encore, je le répète, mais c'est important, la MTE est là pour vous accompagner tout au long de ces étapes. Donc du coup, nous parlions de quel rôle la MTE pour vous accompagner dans cette démarche. La MTE, elle a été créée pour porter cette démarche de réduction des gaz à effet de serre. Dans le cadre de ces missions, la MTE met aujourd'hui en place un certain nombre d'outils pour sensibiliser et accompagner les professionnels dans cette démarche. Donc je vais vous parler de ces 3 outils. Déjà le pacte national pour la transition énergétique, que certains peut-être connaissent, je l'espère, avec un volet, je vous le rappelle, adapté aux entreprises. Il est vraiment fait pour vous. Qui reste sur les grandes thématiques carbone, qui sont la mobilité, le déchet et l'énergie. Donc, il y a 431 entreprises signataires du pacte aujourd'hui. Il y a donc des actions obligatoires et des actions volontaires. Nous cochons les actions que nous souhaitons poursuivre. Bien entendu, il y a un niveau d'ambition qui est plus élevé selon le niveau choisi. Il y a aujourd'hui, on lance le troisième niveau du pacte national, mais le premier niveau est facilement accessible. Et puis après, évidemment, l'ambition grandit, je crois. De ce que je voulais vous dire sur le pacte, je pense que c'est tout. Excusez-moi, je perds un peu mon fil. Donc pour adhérer au pacte, la première démarche à faire, à réaliser, c'est aller sur le site du coach carbone. Il y a le QR code, si vous voulez le nom du site internet, avec la calculette carbone qui vous permet de justement réaliser votre bilan carbone et ensuite choisir des actions de décarbonation. Après la signature, vous accomplissez vos actions dans l'année qui suit. Vous pouvez aussi en choisir des nouvelles, bien sûr, c'est adaptable. Vous recevez bien entendu les conseils et des informations par email de la part de la mission pour la transition énergétique. Et vous pouvez participer à des ateliers, des événements tout au long de l'année. Et nous, une fois par an, nous vous rencontrons pour faire un bilan annuel, pour échanger, pour prendre les bonnes pratiques que vous avez trouvées, parce que ça nous permet aussi d'échanger dans la communauté et évidemment de vous aider si vous rencontrez certaines difficultés. Donc pour aller plus loin, je l'évoquais brièvement tout à l'heure, il y a d'autres outils comme l'outil de bilan carbone complet et la définition de stratégie bas carbone après la prise en compte de votre politique d'achat. Ensuite, nous avons également toute une liste de subventions. Donc la MTE, au travers du Fonds vert, aide à la transition énergétique des entreprises avec l'achat des petits équipements. Donc ça peut aller à changement des LED, changement d'un mode de production. Je parlais tout à l'heure de l'entreprise qui a modifié son mode de production, qui est partie du gaz pour aller sur l'électrique. Voilà, là nous vous accompagnons par des subventions. Pour être éligible à ces subventions, il y a 3 critères: être une entreprise monégasque, être adhérente au pacte national et disons que l'action qui doit être mise en œuvre, projetée, elle doit vraiment avoir un impact significatif sur les GES. Voilà, donc je vais rapidement conclure. Donc de notre point de vue, l'enjeu climatique est incontournable pour toute entreprise qui se lance dans une démarche RSE et la MTE est là pour vous accompagner. Si vous êtes une entreprise monégasque et que vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à adhérer au pacte national pour la transition énergétique. N'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous accompagner dans cette démarche. En vrai, si vous êtes une entreprise, êtes déjà adhérente, eh bien écoutez, essayez de partager vos bonnes pratiques. C'est vraiment une communauté qui est vraiment très soudée. Et merci en tout cas de nous suivre. Et voilà. Bravo, super. Merci beaucoup, Madame Larine, c'était extrêmement clair, c'était passionnant. Alors, nous passons à Madame Mindus. On devait avoir votre époux, mais c'est vous qui l'avez remplacé, je crois, efficacement. Vous êtes CIO de la société Mindus et
dans le petit mot que vous m'avez écrit, vous me dites que vous êtes des artistes en tech, hein, et que vous œuvrez pour un bon digital vert pour les gens, la planète et le profit, people, planet and profit. Et ça fait, et votre époux, lui, il code depuis 10 ans, depuis l'âge de 10 ans, pas 10 ans, l'âge de 10 ans. Et il a 60, ça fait 50 ans qu'il code, dis donc, c'est extraordinaire. Et là, vous représentez aussi la Chambre numérique monégasque et vous allez nous parler de la RSE, aussi bien dans votre entreprise que dans la Chambre numérique monégasque. C'est vous qui avez la parole, Madame Matus. Donc, bonjour. Donc, je suis très honorée de représenter la Chambre numérique de Monaco qui rassemble les acteurs numériques de la principauté. Le rôle de la Chambre est d'accompagner et de soutenir et de proposer des stratégies numériques à la principauté. Le rôle du digital aujourd'hui a beaucoup évolué. Le digital classique, c'est l'avantage économique, la productivité, l'innovation, la rentabilité. Mais aujourd'hui, le nouveau digital, il a 2 nouveaux volets, comme on en a parlé déjà. Il y a le sociétal et il doit être environnemental, donc le vert. Donc comment répondre à cette nouvelle compliance, on appelle ça une compliance digitale, avec ces challenges. Donc dans notre domaine, qui est le IT, on peut aider la RSE, parce que je suis ici en qualité d'expert pour la RSE, le rôle du digital dans la RSE. On peut vous proposer une feuille de route qui s'appelle la responsabilité numérique des entreprises. Et qui globalement c'est intégrer des pratiques éco-responsables comme l'achat d'équipements reconditionnés, l'optimisation des usages, donc mode sombre, réduction des visioconférences, le tri des mails, le choix d'un hébergement qui est plus écologique, le recyclage des déchets électroniques, sensibiliser vos collaborateurs aux enjeux environnementaux et sociétaux, à travers des formations et des ateliers, assurer la protection des données et respecter la réglementation pour construire une démarche durable et éthique. Mais ça ne suffit pas. Donc, quand on parle de la RNE, on parle aussi, ça va nous amener au Green IT, dont on parle, beaucoup de gens parlent de Green Digital. Et on se demande, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le Green Digital, en fait, ce sont les nouvelles techs qui vont améliorer le numérique que nous avons aujourd'hui sans que la planète paye le prix. Donc ça peut être ça peut être n'importe quel tech, ça peut être le fil que vous mettez dans le mur, ça peut être la communication, comment le data center fonctionne. Par exemple, on a été approché par une société qui veut révolutionner le Bluetooth, qui va pouvoir remplacer le Wi-Fi en mettant une petite chose dans le téléphone pour éviter que quand il y a des grands événements, tout le monde va sur le Wi-Fi et il n'y a plus rien qui passe. Donc en fait, on se passe le Wi-Fi entre nous. Enfin, c'est un peu compliqué, mais c'est super intéressant. Donc ce sont toutes des nouvelles techs comme ça qui arrivent. On a été contacté par une société qui veut faire des taxis volants en électrique. Enfin, c'est vraiment passionnant. Donc le Green IT, c'est vraiment essayer de redéfinir, refaire le digital. Donc, on a déjà beaucoup d'applications vertes qui ont une mission verte, mais on doit changer les briques du digital. On doit aller dans le fin fond du digital, que ce soit la communication, les données. Parce qu'en fait, le digital, c'est quoi ? C'est le data et la communication. Ça, c'est la base du digital. Donc, si on peut changer tout ce qui est autour, on va pouvoir y arriver à faire du Green IT, comme on appelle ça. Et donc, le rôle de la Chambre, c'est encourager la collaboration entre nous, tous les experts, avec les nouveaux produits, les nouvelles techs qui sortent, entre autres, et les proposer aux clients, aux entreprises, leur expliquer à quoi ça sert, les aider à implanter les nouvelles technologies, et d'où la formation pour le Green Digital est absolument primordiale pour l'apprentissage des nouveaux outils. Et après, vous aurez la RNE, si vous implantez la RNE, elle va se refléter positivement sur votre bilan RSE, parce que c'est une partie de votre RSE. On accompagne la RSE pour la prise de conscience et le choix des fournisseurs et les produits plus vertueux.
vous en avez parlé, Virginie, de la CSRD, n'est-ce pas, qui arrive à grands pas. Effectivement, aujourd'hui, ce n'est que pour les grosses boîtes, mais à partir de 2026, ça va même être pour les entreprises qui sont à partir de plus de 250 employés. Du coup, les PME commencent à être touchées par le CSRD. Donc nous, on vous conseille de trouver des partenaires, de trouver des formations avec des valeurs alignées pour pouvoir vous aider à être conforme au CSRD. Donc, par exemple, vous pouvez faire des validations de certification. Mindus, par exemple, est certifié B Corp. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est B Corp. B Corp, c'est une certification américaine qui compte aujourd'hui 10 000 acteurs dans le monde. Et eux, c'est vraiment People, Planet and Profit et la gouvernance. Voilà, ils vont sur les 4. Alors, ils disent bien que le profit est important pour le changement, mais c'est une certification qui est très, très difficile à obtenir. Ça nous a pris 2 ans. Et si vous allez après un peu partout dans les magasins, vous allez voir que Ritual, c'est une B Corp, Nature et Découverte, c'est une B Corp. Ça veut dire qu'ils se sont engagés à suivre les conseils qu'ils nous ont donnés pour une meilleure, on va dire un climat plus meilleur pour l'entreprise. Voilà. Et donc ça, on vous conseille fortement de le suivre. Nous sommes la première B Corp de Monaco. Alors, je vais finir un petit peu sur notre société rapidement, parce que bon, moi je ne suis pas là en tant que Mindus, je suis là en tant que chambre numérique, mais on m'a quand même demandé de dire quelques petits mots sur notre société. Donc, notre société existe depuis 10 ans à Monaco, et comme vous me l'avez dit, mon mari, qui n'est pas là aujourd'hui, c'est un vrai gourou de l'informatique. Il a commencé, il avait 10 ans, et sa mission aujourd'hui, c'est vraiment de faire des produits informatiques qui consomment moins d'énergie. Il est très inquiet pour l'énergie. Et donc, le produit que nous avons chez Mindus, c'est un outil pour faire des applications qui consomment très très peu d'énergie, 80% de moins, parce qu'il a réduit l'énergie de la communication des applications. Donc ça revient à ce que je vous ai dit, le Green IT, il faut vraiment aller dans le cœur du digital. C'est un outil qui est très rapide et très simplifié pour les développeurs, parce que les développeurs, c'est la clé pour le changement du digital. Il faut leur donner des outils, et que ça doit être très rapide, parce que ça va très très vite. On a beaucoup de choses à faire. Donc notre outil est non seulement vert, donc c'est-à-dire qu'il va, entre autres, si vous ne le savez peut-être pas, la pollution digitale correspond à 3,7% des GES aujourd'hui. C'est les applications et Internet. Donc nous, notre but, d'ici 2030, c'est d'avoir sorti 200 000 applications pour pouvoir réduire ce 3,7%. C'est une de notre SBTI, comme ça s'appelle, Science Based Target Initiative, qu'on s'est fixé. En même temps, comme il a réduit la communication elle-même, enfin c'est un peu compliqué, mais on réduit les déchets digitaux, et en même temps on lève les barrières qui étaient économiques et financières de pouvoir accéder aux data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on doit avoir un téléphone qui est assez performant, sinon on ne peut pas downloader beaucoup de documents ou l'information. Et donc ça, c'est notre but aussi avec notre société, c'est d'inclure les 2,6 milliards de personnes qui sont exclues de l'économie digitale aujourd'hui, parce qu'elles n'y ont pas accès, parce qu'elles n'ont pas assez de bande passante, ou parce que leur téléphone n'est pas assez performant. Voilà. Donc ça, c'est le but de Mindus aujourd'hui. Donc on travaille avec quelque chose qui s'appelle le SDG Digital. SDG, c'est les ODD en français. Et notre tech peut aider sur les 17 objectifs durables qu'il y a aujourd'hui, qui sont fixés par l'ONU. On peut aider 14 projets d'emblée, vu qu'on est dans le digital et des applications. Donc je pense que c'est à peu près ce que j'avais à dire. Voilà, vous voyez, on vous explique que le digital responsable a 4 piliers, ça revient toujours aux 4 piliers dont on parle, mais la clé, c'est vraiment oser implanter des nouvelles technologies,
écouter, la collaboration, chacun a quelque chose qu'on peut apporter pour arriver à ce qu'on veut faire. Voilà, il y a l'énergie, il y a vous, c'est dans l'hospitalité, nous, on est dans le digital, vous êtes dans... Mais tout le monde doit travailler ensemble. Il n'y a personne qui est moins important que l'autre. Et en même temps, donc nous, comme on est dans les applications, on explique que chaque clic qu'on fait compte. Il faut donner des outils, que ce soit aux entreprises, aux utilisateurs, ou n'importe, qui doivent sentir qu'eux aussi peuvent faire une différence. Et c'est ça qu'on doit faire aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. On peut applaudir Nathalie Mindus. C'est passionnant aussi. Je pense que vous allez avoir beaucoup de questions parce qu'on vient d'avoir 3 exposés absolument passionnants et le 4e va l'être aussi. Alors tout le monde connaît, ou beaucoup de monde vous connaissent, hein, Pierre-Franck Pellacci, vous êtes directeur adjoint de la SMEC, administrateur de Cap Énergie, ingénieur de formation à l'Institut Polytechnique de Grenoble, et vous avez débuté chez IBM après un DEA, puis dans l'industrie et l'informatique avant de rejoindre la SMEC il y a une 30aine d'années déjà. Et vous occupez divers postes jusqu'à devenir directeur général adjoint en 2021. Alors la SMEC, RSE, quelle est son histoire? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui de l'intégration du domaine énergétique dans la RSE. On discute beaucoup avec nos clients et on s'aperçoit que cette composante énergie est de plus en plus présente, de plus en plus mise en valeur par les entreprises, et c'est tant mieux, hein, ça répond aux souhaits de la MTE. Donc je ne reviendrai pas non plus sur les propos de Virginie Cotta, la SBM étant exemplaire. On a un certain nombre d'entreprises qui mettent en avant aujourd'hui l'électricité verte ou des économies d'énergie ou la mobilité. Et je voulais vous partager, nous, la logique de la construction de la politique énergétique dans la RSE. C'est celle que nous nous appliquons. Et bien évidemment, nous avons des solutions sur chacune des briques que l'on peut partager ou proposer à nos clients pour leur faciliter et accélérer leur intégration dans cette politique. Alors, la première brique, vous l'avez ici, c'est la réduction des consommations. Je ne vais pas trop la détailler. Si vous voulez en savoir plus, on a dédié notre stand cette année justement à ce sujet qui est pour nous vraiment la première étape indispensable. Donc en bas, vous verrez une allégorie en forme de donut. Donc je pense que tout le monde a faim. Je vais continuer à vous donner envie de manger en vous disant que c'est un sujet qui est un peu la tarte à la crème, avec une phrase que beaucoup de monde répète, que la meilleure des énergies et la plus propre, c'est celle qu'on ne consomme pas. C'est tellement vrai qu'on l'oublie. Et quand on voit les comptes rendus RSE de certaines entreprises, même si ce qu'elles font très bien, ce n'est pas forcément cette brique-là qui est mise en avant, alors qu'elle le devrait. Alors, elle le devrait pourquoi? Parce qu'après, une fois qu'on a réduit ces consommations, il reste des besoins. On ne va pas tomber dans l'illusion qu'on pourra faire fonctionner une entreprise sans énergie. Parmi ces besoins, il y en a qui restent fortement carbonés. Florence l'a rappelé tout à l'heure. Il y en a 2 en particulier sur lesquels les entreprises ont un levier d'action, le chauffage et la mobilité. Sur le chauffage, nous proposons le raccordement aux boucles thalassothermiques. C'est un moyen très vertueux de se chauffer, puisqu'on utilise un peu d'électricité et beaucoup d'eau de mer, enfin beaucoup de température d'eau de mer, hein. L'eau de mer, on la rejette de suite. Et c'est une illustration qu'il faut d'abord réfléchir à réduire ses besoins avant de se lancer dans la décarbonation. On a un enjeu capital dans l'installation des pompes à chaleur de Siwargy, c'est de les dimensionner, de savoir quelle puissance il faut. Si on installe des machines de grosse puissance et qu'un an après, l'entreprise ou le bâtiment se lance dans des travaux de rénovation ou change ses pratiques, on aura gaspillé, là sur du scope 3, de l'achat de matériel qui deviendra totalement inutile. Et donc, de faire les choses dans l'ordre, de se dire, bon, quel est vraiment mon besoin de chauffage? Comment je peux le réduire?
est-ce que je peux me lancer dans une rénovation des fenêtres ou dans de l'isolation? Et à partir du moment où on connaît vraiment ses besoins de puissance, acheter les machines et se raccorder à la boucle. C'est la même chose avec la mobilité. Donc là, on peut accompagner les entreprises avec l'offre d'autopartage Mobi, qui réduit là aussi le scope 3, parce que quand on partage un véhicule, en moyenne, on a calculé que ça économisait la construction de 4 voitures, donc c'est assez conséquent. Et Ibizen pour la recharge des véhicules électriques, pour faciliter aussi l'adoption d'un véhicule électrique, puisque la recharge reste un peu le stress lorsqu'on achète un véhicule électrique, de savoir comment se recharger. Bon, à Monaco, on est partenaire avec Monaco On, il y a un peu moins de stress, mais quand on a un véhicule, on souhaite souvent sortir de Monaco quand même. Pour la mobilité, c'est pareil. Avant d'acheter un véhicule électrique ou même d'utiliser Mobi, on peut réfléchir si on ne peut pas aller à pied pour certains trajets, prendre le bus, réfléchir à sa politique de mobilité et décarboner l'usage qui reste avec l'adoption de l'électricité. Donc, je l'ai dit, je ne sais pas, au moins 10 fois, électricité, ben, ça veut dire que tous ces usages décarbonés dépendent de l'électricité. Florence le disait, l'entreprise qui est passée du gaz à l'électricité, il faut de l'électricité. Donc, si on est dans un pays où l'électricité est produite avec du charbon, on n'a pas trop gagné grand-chose. Cette brique-là, très horizontale, c'est là où on retrouve le métier historique de la SMEC. Donc, c'est un peu paradoxal, hein, on n'est qu'à la 3e étape que le métier historique de la SMEC, c'est-à-dire distribuer et vendre, et vous vendre de l'électricité, apparaît là. Et de votre côté, pour être sûr que vos usages sont décarbonés, vous avez un moyen, c'est d'exiger une garantie d'origine renouvelable de l'électricité. C'est comme quand on achète de la nourriture, on a la garantie de l'origine de ce que l'on achète. On est capable de vous assurer la garantie de l'origine de l'électricité que l'on vous vend. Pour les particuliers, c'est automatique, parce qu'on ne va pas demander de démarche fastidieuse à nos clients. Pour les entreprises, on a laissé la démarche volontaire. Et aujourd'hui, on a le verre qui est à moitié vide et à moitié plein. On a 3/4 des consommations de Monaco qui sont couvertes par des garanties d'origine renouvelables, et on a encore 1/4 où certaines entreprises n'ont pas encore fait la démarche. On ne peut que les inciter à le faire. On pourrait s'arrêter là, en disant tout va très bien, mais si on ne fait qu'acheter de l'électricité verte, on vous garantit l'origine. On peut comprendre que si vous détenez cette garantie, c'est que quelqu'un d'autre ne pourra pas l'avoir. Donc si on reste dans un monde fermé, le fait d'acquérir ces garanties, quelque part, dépossède quelqu'un d'autre et on ne fait pas gagner grand-chose à la planète. Donc pour résoudre ça, il faut avoir conscience qu'il faut en amont produire vert. Pour produire vert, à Monaco, nous avons 3 solutions. La production locale, là aussi, que la MTE s'engage et promeut avec des subventions. Nous les relayons au travers d'une offre clé en main sur les toitures de Monaco. Bon, la production locale, on n'a même plus besoin de garantie d'origine. C'est l'électricité que l'on a sur le toit qu'on consomme directement. On a la valorisation des déchets, qui est une source d'électricité et de chaleur qui est précieuse et vertueuse. Et la plus grande partie, parce que entre les toitures et la valorisation des déchets, on ne va pas couvrir les besoins électriques de la principauté. Avec le gouvernement, on a fondé une entreprise qui s'appelle Monaco Énergie Renouvelable pour justement produire de l'électricité d'origine éolienne ou photovoltaïque en France. Le fait qu'elle se soit en France n'est pas du tout gênant pour notre consommation. C'est une façon d'être solidaire de la France et de lui redonner de l'électricité verte qu'on lui rachète par ailleurs au travers des énergies, des garanties d'origine renouvelable. Donc, acheter vert, je ne peux que vous l'inciter à le faire. Et derrière, le gouvernement et nous-mêmes produisons en France autant d'électricité verte que Monaco en consomme. Et du coup, nous ne sommes plus dans un jeu à somme nulle. On produit
autant, voire plus que nos besoins. Alors, est-ce que c'est tout? Est-ce que je vais vous laisser aller manger? Pas tout à fait, parce qu'il manque quelque chose essentiel, c'est l'humain. On a beaucoup de solutions techniques. Rien ne fonctionne s'il n'y a pas l'implication humaine. Et dans les entreprises, s'il n'y a pas l'implication des salariés. Et puis quand il y a des clients, d'essayer de faire interagir aussi les salariés. Et on pourrait relire toutes ces différentes briques avec l'humain. Réduire ses consommations, c'est réinterroger ses besoins. Changer la température de chauffage chez soi ou même dans les bureaux, c'est une bataille de tous les jours entre personnes qui ont des ressentis différents. Changer d'énergie, on le voit quand on s'adresse à des copropriétés, il y a des freins psychologiques. La mobilité, j'en parlais tout à l'heure, la crainte de ne pas pouvoir se recharger, ça touche à l'humain. Trier ses déchets, on en parlait tout à l'heure, pour que la valorisation des déchets soit la plus efficace et vertueuse, c'est la même chose. Se dire que sa toiture, on pourrait peut-être mettre des panneaux photovoltaïques, c'est pareil. Tout ça fonctionne avec une force de conviction et de relais auprès de vos salariés et de vos clients de l'importance du sujet. Et ça rejoint, je pense, le volet aussi sociétal de la RSE. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet aujourd'hui et je pense que ça va être l'heure des questions. J'espère. C'était passionnant. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je me lève parce que là, on a les flashs dans les yeux. Je ne voyais pas bien. Est-ce qu'il y a des questions? C'était passionnant. À Virginie, Florence, Nathalie, Pierre-Franck. Vous avez une question? Vous avez une question? Allez-y. Ah oui, je me rappelle maintenant de ma question. C'était à madame de la société dont votre mari n'est pas là aujourd'hui. Voilà, pardon. Je félicite tous les intervenants pour leur présentation, mais j'avais une question spécifique justement par rapport au centre de données, data, avec tout ce que ça consomme maintenant. Est-ce que justement votre société, Mindus, je crois, a un projet ou déjà des relations avancées pour résoudre ce problème? Merci beaucoup. Je ne sais pas si... Allez-y. Vous m'entendez? Oui. Vous pensez au data center, c'est ça? Où on met les storage? Mais écoutez, pardon, alors l'IA, alors j'en ai pas parlé de l'IA. Quand j'ai parlé des 3,7%, c'est juste les applications. On va mettre l'IA de côté, parce que pour ça, on a beaucoup de discussions à la maison. Et mon mari est très inquiet à propos de l'IA. Il dit qu'il faut vraiment faire des prompts qui sont très pointus. Enfin bon, il y a toute là, c'est autre chose. Il paraît, je fais une parenthèse, il paraît que quand on dit merci à l'IA, c'est pas bon parce que ça pollue. Ça pollue énormément. Ouais, c'est fou. De savoir, c'est quand on est pollué, s'il vous plaît, dans un prompt, merci après, il ne faut pas le faire. En fait, il faut comprendre que l'IA, ça fait des années que ça existe, l'IA. Les algorithmes, je veux dire, quand vous avez un crédit à la banque, depuis 20 ans, c'est l'IA qui est derrière. Mais bon, personne ne le sait. Mais maintenant qu'ils ont mis l'IA à proximité de tout le monde, alors tout le monde s'en occupe pour n'importe quoi, pour poser une question, etc. Et c'est incroyable comme ça pollue. Il faut comprendre. Bien sûr, c'est pour le bien, etc. Mais je pense que beaucoup de gens, personnellement, oublient que l'IA, c'est l'humain qui est derrière. Le data, ça vient de l'humain. Donc, il faut comprendre que il faut prendre tout avec... Il n'y a pas tout qui est du vrai dans l'IA, etc. Donc, je pense qu'il faudra vraiment avoir... De toute façon, l'Europe, maintenant, met des lois en place pour l'IA, etc. C'est indispensable. Pour en revenir au data center, il faut essayer de trouver des data centers qui sont verts. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Il y a différentes qualités de data center, vous voyez. Et alors, si vous demandez, ils vont vous dire s'ils refroidissent, par exemple... Alors, nous sommes suédois, bon. Mais en Suède, par exemple, il y a tous les data centers de Amazon qui sont enfouis tout au nord, parce que ça prend beaucoup de chaleur. Et pour les réchauffer, pour les cool, comment on dit, pour les refroidir. Ils les ont enterrés, voilà. Donc oui, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc il faut chercher des data centers verts. Nous, on travaille avec des data centers verts, mais je ne sais pas exactement lesquels. Mais je peux vous renseigner plus tard. Je peux demander à mon mari. Il fait très attention aux fournisseurs. Et c'est pour ça que dans notre domaine, c'est vraiment
important de voir quels fournisseurs vous prenez, parce qu'il y en a plein des fournisseurs vertueux. Alors, par exemple, nous travaillons avec une entreprise qui mesure, on fait les bilans. Les bilans, c'est très bien, mais il faut améliorer son bilan, sinon ça ne sert à rien. Oui. Donc, exactement. Et pour y actualiser, il faut expliquer, et dans justement la RSE, on leur demande comment vous avez réduit. Est-ce que vous avez seulement réduit le nombre, ou est-ce que vous avez choisi un fournisseur qui peut être vertueux? Oui, il faut vraiment. C'est un peu comme une blockchain verte, quoi, qu'on va regarder en arrière. C'est comme ça qu'on va devoir procéder. Merci beaucoup. Une autre question? Allez-y, allez-y. Pas de questions? Oh, quand même. Moi, j'en ai une, tiens. Elle va vous faire rire, hein, parce que je ne suis pas du tout technique. Virginie, j'ai entendu que vous recyclez les cheveux. Ouais, voilà, hein, basique hein, comme question. Comment vous faites? À quoi ça sert? Avec qui? Oui, il y a une association qui récupère les cheveux coupés et qui après les utilise pour fabriquer soit des doudounes, soit des coussins flottants pour récupérer les hydrocarbures, ce genre de choses. Ah. Donc ça leur donne une seconde vie. D'un détail, on change le monde. Oui. Ouais, c'est C'est extraordinaire. ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Aussi basique que la mienne? Ou une question plus intelligente? Virginie, vous avez envie de rajouter quelque chose par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure? Je voudrais vous questionner sur parfois les entreprises. Moi, je travaille beaucoup avec les entreprises. Ah oui, mais la RSE, ça coûte de l'argent, ça enlève de la performance, etc. En fait, c'est pas vrai. Est-ce que vous pouvez nous dire que ça ramène de la performance? C'est vrai que adopter des mesures à un coût représente un coût, Oui. mais d'un autre côté, il faut transformer ces contraintes en un atout, Ouais. un facteur d'attractivité. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est de plus en plus attentif à ces sujets et qu'il est important d'avancer dans ce sens-là. D'une menace en faire une opportunité. Voilà, tout à fait. Florence? Oui, justement, je le disais dans mon exposé qu'il y a quand même certains avantages, et notamment financiers, Oui. avec la réduction de sa facture énergétique. Voilà, donc c'est vrai que l'électricité, gérer sa consommation, faire attention à ce qu'on consomme, maintenant tout le monde s'y met, et il y a quand même un impact qui est vraiment notable. Vous avez pu le mesurer déjà, ces économies? Bien sûr, on les mesure, mais Oui. on fait même on a des indicateurs, ne serait-ce qu'éteindre ces interrupteurs au bureau en Oui. partant l'écran, enfin tout ce qui est branché sur les prises. Voilà, lorsqu'on ne consomme pas, éteindre ces appareils en veille, rien que ça, c'est, alors je n'ai pas le chiffre en tête, hein, mais c'est vraiment énorme. Enfin, on en parlait beaucoup il y a quelques années quand on a parlé d'énergie. Et bon, maintenant, certaines personnes ont pris le coup, mais c'est vraiment notable à la maison aussi. Vraiment, c'est un petit geste du quotidien qui peut vraiment réduire sa facture énergétique, et pourtant ça nous, excusez-moi le jeu de mots, mais ça nous coûte pas grand-chose. Et alors, encore une question basique. Moi, tous les jours, j'ai mes prises pour ma montre, pour mon téléphone, etc. Et je les laisse, quoi. Ça, justement, ça aussi, hein, alors moi je suis pas mais l'énergie circule quand même dans le fil. la prise. C'est une mesure qu'on a effectuée justement dans des bâtiments résidentiels avec notre système Smart Plus. Ouais. Et on se rend compte que dans certains bâtiments, ces veilles d'appareils, les bornes Wi-Fi, les télés, etc., représentent 30% de la consommation du bâtiment dans son ensemble. C'est énorme. Et pire que ça, cette consommation est plate. Elle est la même jour, nuit, week-end. Donc il y a des gisements hyper importants à des endroits que l'on mesure peu. À l'échelle d'un logement, ça semble dérisoire, c'est peut-être qu'au bout de l'année, vous allez économiser 50 €. Donc ce n'est pas forcément le gain financier, mais quand vous multipliez ça par le nombre de logements, vous vous rendez compte qu'on pourrait baisser, alors peut-être pas de 30%, mais ne serait-ce que si on gagnait 10%, la facture énergétique de tous les bâtiments résidentiels à Monaco, et chaque année. Là, c'est un peu pessimiste comme façon de voir les choses, mais pas que, parce que justement, il y a encore des gisements.
En revanche, ce qui est satisfaisant, c'est que grâce à la pédagogie de la MTE, aux actions que l'on relaie nous-mêmes, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a la même consommation d'électricité à Monaco qu'il y a 25 ans. Avec beaucoup plus de monde et beaucoup Avec plus de Beaucoup plus technologie. d'appareils Oui, beaucoup plus de qui demandent Alors de déjà, l'électricité. Oui. beaucoup plus de bâtiments aussi. Ouais. Il y a eu quand même un développement urbain important. On a des bâtiments aussi récents au niveau de la SBM. On a de nouveaux usages comme la thalasothermie, on a les véhicules électriques. Donc on arrive par justement la réduction des consommations à compenser les nouveaux usages électriques. Et c'est, pour me répéter, c'est pour ça que cette réduction des consommations, c'est vraiment la brique essentielle. Parce que si on n'avait pas fait ça, il aurait fallu acheter plus d'électricité, investir Voilà, plus, c'est ça. gaspiller du matériel. Voilà, si on peut, dans les années futures, continuer à compenser les nouveaux usages par une meilleure prise de conscience et une meilleure consommation de l'électricité, je pense qu'on aura gagné le pari. Merci beaucoup. Une dernière question. Une dernière question, après, vous allez pouvoir aller déjeuner tranquillement, relax. On a commencé un peu en retard, donc on va finir un peu en retard. Il y a une question, plus personne, plus personne? Vous avez faim? Oui, madame. Voilà, il y a un micro qui arrive. Bonjour, moi j'aimerais savoir s'il existe un listing des entreprises qui sont justement, on va dire, labellisées entre guillemets sur leurs économies numériques et tout ce qui concerne l'Internet et l'électricité. Est-ce qu'elles sont répertoriées quelque part? Tout le monde se regarde là. Peut-être Nathalie, peut-être. Vous pensez sur Monaco ou en général? Non, je pense d'une façon plus large, même mondialement, à l'international. Mondialement, donc j'ai parlé par exemple de Bicorp, Oui. d'une labellisation. Il y a d'autres, il y en a des net zéro, il y a plein de certifications qu'on peut obtenir. Et c'est ça que je vous invite à faire, ceux qui ont des entreprises, parce que justement, ça aide à comprendre qu'on peut faire du bien, on peut faire du profit, parce que bon, pour une boîte, il faut qu'il y ait du profit, si on veut faire du changement, il faut qu'il y ait du profit, mais ce profit a plusieurs volets. Et être certifié label vert ou net zéro, ou enfin tout ce qu'il y a sur le marché, ça aide à l'entreprise à comprendre pourquoi on le fait. Et sur le bilan, justement, on en parlait de RSE. Aujourd'hui, le bilan RSE, quand quelqu'un, une banque par exemple, va financer un immeuble, il va regarder la table énergétique de l'immeuble. Oui, oui. Ben, ça fait partie du RSE. Parce que s'ils sont à D, et il y a un immeuble même plus cher qui est à B, ils vont financer celui de B. Vous voyez? Donc petit à petit, la société commence à comprendre que l'investissement dans la planète est aussi important, ou peut-être même plus important que le profit classique. Alors, de tous ces labels, est-ce qu'il y en a un qui se détache? Parce que c'est vrai que c'est un peu opaque pour l'instant. Comme vous le disiez, c'est nouveau et ça reste opaque. Alors, si on a des partenaires pro, comment savoir, comment les décoder, ces labels, ils viennent juste de... c'est pas... Bicorp, ça fait un moment quand même. Oui, non, mais je parle d'autres. Mais d'autres, il y en a vraiment beaucoup. Vous regardez labellisation, alors ça dépend de votre activité, bien sûr. Et dans votre activité, Que faites-vous, madame? il y aura des labellisations. Oh, je suis dans un domaine où on utilise évidemment le numérique, mais enfin bon, c'est dans le conseil financier, donc c'est pas... Oui. Oui. Mais tout label, parce que si vous avez du digital dans votre entreprise, vous prenez une entreprise dans le digital vert, par exemple. Et à travers eux, vous serez labellisé vert, vous voyez. Donc c'est pour ça que tout est dans le partenariat aujourd'hui. Il n'y a personne qui peut travailler tout seul. Ok, bien écoutez, on va remercier Virginie, Florence, Nathalie et Pierre-Franck. Vraiment, c'était passionnant. Enfin, moi, j'ai été passionné, je ne sais pas. Et on va vous applaudir et on vous souhaite une belle continuation, une belle après-midi. Merci beaucoup.